Cher Bruno, en nous faisant l'honneur de nous demander de parler de l'ADN artificiel, tu m'imposes une obligation dont je sens l'importance et le prix, celle d'être clair. Alors quoi de plus clair que les nombres? On compte un univers et un temps. Deux valeurs de vérité, le vrai et le faux. Oui et non. Trois symétries fondamentales qui régissent la physique des particules, donc que j'ai écrites de manière un peu cryptique, comme tout le monde, enfin dans notre profession. Une symétrie avec un paramètre, qui est la symétrie de l'interaction électromagnétique, symétrie de phase. Une symétrie à deux paramètres, qui est la symétrie de l'interaction faible ou de la radioactivité, et la symétrie de l'interaction forte ou la symétrie de couleur. Mais admirons que ces symétries font valoir les trois premiers nombres, 1, 2, 3. Ensuite, il existe quatre éléments, du moins chez les Grecs, éléments existentiels: l'eau, l'air, la terre et le feu. Mais il existe aussi dans la nature quatre forces, 5 doigts de la main, 5 solides platoniciens, et ce qui n'est ni eau, ni terre, ni air, ni feu s'appelle la quintessence. Donc le chiffre 5 est le chiffre de la quintessence, et je vais y revenir. 10, c'est la somme de 1, 2, 3 et 4. C'est la décade pythagoricienne. Et c'est le nombre de dimensions d'espace qui est supposé dans une théorie d'unification de la nature qu'on appelle la théorie des supercordes. Quant au nombre d'univers possibles, on en compte 10 puissance 500. Donc, s'agissant des nombres, les étoiles pratiquent l'arithmétique. Par exemple, le proton est premier, c'est le numéro 1. Il est seul, il est unique, il est issu du Big Bang. 4 protons donnent un atome d'hélium qui est composé de 2 neutrons et 2 protons. Donc 4 fois 1 égale 4. Ensuite, dans certains types d'étoiles qu'on appelle les géantes rouges, sous l'effet de la chaleur, les réactions thermonucléaires, thermo comme chaleur, nucléaire comme noyau d'atomes, donnent naissance au carbone, le carbone de la vie. Donc 3 fois 4 égale 12. Donc les étoiles pratiquent l'arithmétique. Ensuite, s'adjoignant un hélium qui est composé donc de 2 protons et 2 neutrons, le carbone qui en compte 12, donne naissance à l'oxygène que nous respirons. Quant au phosphore, très important, comme Marie-Christine va vous le montrer, il est produit par la fusion de l'oxygène dans les étoiles. 2 fois 16, l'oxygène c'est 16, 8 protons et 8 neutrons. 2 fois 16 égale 32, moins 1. Et voilà le phosphore. Donc, oxygène plus oxygène donne phosphore plus un proton. Et donc, on voit se dessiner une sorte de darwinisme cosmique dans lequel les éléments les plus stables, qui ont un nombre pair de protons ou de neutrons, sont plus abondants, sont présents dans la nature plus fréquemment que les atomes dont les nombres de nucléons sont impairs. Notamment, et c'est là que nous revenons au 5, le physicien nucléaire constate l'absence absolue de noyaux de 5 nucléons. Donc voilà la courbe de stabilité, la courbe des isotopes stables. Donc en abscisse,
le nombre de particules, le nombre de nucléons constitutifs du noyau, et en ordonnée la liaison, la solidité des noyaux. On voit que le roi de la création nucléaire, c'est le fer. Donc les étoiles préparent le règne du fer. Mais le fer ne régnera pas. Je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Mais le point important ici, c'est l'absence de noyaux de masse, ou de, quand je dis masse, je veux dire nombre de nucléons, protons et neutrons, donc des noyaux de nombre atomique 5. Donc le 5 est bien aimé, 5 doigts de la main, 5 solides platoniciens, la quintessence, mais il est maudit. Il est maudit en physique nucléaire. Le 5 n'existe pas. Mais pourtant, alors pourquoi n'existe-t-il pas? C'est en raison de l'instabilité maladive des fils de l'hélium. Dans le Big Bang, hélium plus proton, donc hélium c'est 4, proton c'est 1, hélium plus proton devrait donner le lithium 5. Le lithium 5 est instable, il se désintègre aussitôt. Dans ces conditions, on pourrait dire aussi que hélium plus hélium devrait donner beryllium 8, eh bien, le beryllium 8 est lui aussi instable. Donc le 5 n'existe pas en physique nucléaire, et pourtant, le 5 est dans la vie. L'ADN est composé notamment acide désoxyribonucléaire. Le ribose est un sucre à 5 noyaux de carbone. Or, le 5 n'est pas privilégié dans la nature. Donc le ribose, c'est 5 atomes de carbone, 10 atomes d'hydrogène et 5 atomes d'oxygène, partie intégrale de l'ADN. Donc l'idée, un exercice xénobiologique, consiste à remplacer le ribose composé de 5 atomes de carbone par un tréose composé de 4 atomes de carbone, et on peut gager que le produit, l'acide nucléique qui en résulte, sera plus vigoureux. Puisque, encore une fois, le pair est favorisé par rapport à l'impair, et on comprend pourquoi. C'est parce que les choses ont tendance à faire couple. Et lorsque un objet est isolé, il est frustré d'une relation, et donc il ne peut que porter atteinte à la société qui l'abrite. Donc, logiquement, un acide nucléique avec un nombre pair de carbone devrait être plus robuste que les acides nucléiques qui nous composent. Et donc, plus fréquent dans l'univers. Donc, j'ai l'honneur de vous offrir une conjecture. L'ADN pair, non, on ne peut plus appeler ça ADN puisqu'il n'y a plus de ribose. L'ADN, c'est acide désoxyribonucléique. Donc on va appeler ça un xénoacide nucléique. Donc les xénoacides nucléiques avec un nombre pair de carbone devraient être partout dans l'espace. Cherchons-les. Donc nous allons engager un programme de recherche d'acides nucléiques dans les météorites. Mais si ce xéno-ADN est stable et robuste, alors il est moins sensible, si vous voulez, moins susceptible de muter. Ce qui signifie que la probabilité de mutation est beaucoup plus faible que celle de l'ADN. Et dans ces conditions, on peut imaginer qu'il y a peu d'intelligence dans l'espace. Ce qui est une mauvaise nouvelle pour le projet de recherche de la vie intelligente dans l'espace. Mais ça n'est qu'une conjecture.
Maintenant, il reste à expliquer pourquoi le 5 ici-bas. Je pense qu'il s'agit d'un accident lié à une explosion d'étoiles, mais tout ceci reste à étudier en détail. Voilà, maintenant, je donne la parole à la vie incarnée. La vie incarnée a dû prendre du temps. Elle arrive. Michel, tu me donnes l'objet? Voilà. D'abord, je tiens à remercier Bruno Monflier de m'avoir invité à participer à ce festival d'une richesse absolument incroyable. Je remercie Michel Cassé qui m'a introduite ici et puis qui a poétiquement et scientifiquement introduit ce sujet de la xénobiologie. On apprend beaucoup à l'écouter et à se laisser bercer par ses conjectures. Et je vais vous parler, moi, donc, je suis plus terre à terre. Je suis pas dans l'espace, je suis pas dans les cieux, je suis pas dans les étoiles. J'ai les pieds sur Terre, sur cette petite planète qui nous abrite, et je vais vous parler donc de xénobiologie. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure au Café Astro, la xénobiologie, c'est l'étude de la vie que nous ne connaissons pas, et en particulier des formes de vie différentes ou étrangères à celles actuellement connues. Alors, xénobiologie, ça vient du grec xénos, qui signifie étranger, hôte, et comme vous le voyez sur ce diagramme, eh bien, c'est une nouvelle discipline scientifique qui a 2-3 ans d'existence et qui se trouve être à la confluence donc, de différentes disciplines scientifiques. La première s'intéresse à la chimie, donc c'est la chimie des systèmes. La deuxième discipline très importante, en pleine expansion, est la biologie de synthèse ou biologie synthétique. La troisième discipline est une discipline plus ancienne qui s'intéresse aux origines de la vie sur Terre. Et la quatrième discipline s'intitule exobiologie. Vous en avez certainement entendu parler ici. Il s'agit de l'étude des molécules en provenance de l'espace qui ont un rapport à voir avec les origines de la vie. Donc, avec la xénobiologie, on essaie, à la confluence de ces 4 disciplines, on essaie d'élargir le champ des possibles. Dans la xénobiologie se posent 2 questions fondamentales. Évidemment, d'où vient la vie et où va-t-elle? Alors, où va-t-elle? Vous voyez que c'est plein de points d'interrogation, et c'est là-dessus qu'on va finir la conférence aujourd'hui. Vous verrez qu'il y a 1000 questions et 1000 interrogations. Et d'où vient la vie? On commence à connaître un certain nombre d'éléments pour expliciter les origines de la vie sur Terre. Une autre question très importante concerne le vivant sur Terre. Connaissons-nous tout le vivant sur notre planète, ses voies de construction? Est-ce que les choses se sont toujours passées telles qu'on les observe aujourd'hui? Disposons-nous des moyens d'observation de tout l'existant? Et puis, évidemment, question qui passionne tout le monde ici, c'est la vie est-elle présente ailleurs dans l'univers? On en a un petit peu parlé tout à l'heure au Café Astro. Alors, d'où vient la vie? Eh bien, il n'y a pas de génération spontanée, et je vais faire un petit rappel historique pour vous montrer qu'il n'y a pas de génération spontanée de la vie, mais il n'y a pas de génération spontanée des idées non plus. Tout ce dont nous parlons aujourd'hui, eh bien, depuis des millénaires, et je ne suis pas remontée très très loin, eh bien, depuis des millénaires, les scientifiques, les philosophes se sont posés ces questions. Et un des premiers à avoir employé le terme de xénogénèse, donc de xénobiologie, xénogénèse, est un scientifique italien en 1600, Francisco Redi, qui le premier a montré que la génération spontanée de la vie n'existait pas. Par cette simple expérience, relatée ici en 1639, on ne voit pas très très bien, mais enfin bon, l'ouvrage date de 1639, eh bien, vous voyez ici un flacon dans lequel il a déposé un morceau de viande, et au-dessus, pour fermer le flacon, il a mis une gaze avec des trous, comme toute gaze, d'une certaine dimension.
Et il s'aperçoit que sur la viande, que les mouches commencent à voler autour du flacon, et puis que sur la viande apparaissent tout d'un coup des larves qui vont donner d'autres mouches. Donc il se dit, c'est peut-être la faute de la gaze. Je vais donc diminuer les pores de la gaze que j'utilise. Et qu'observe-t-il à ce moment-là? Eh bien, il observe Francisco Redi, ce qu'a refait Pasteur, Louis Pasteur, qui en a tiré toute sa gloire. Eh bien, Francisco Redi, en 1600, a montré que lorsque les pores de la gaze isolent bien l'atmosphère du morceau de viande, eh bien, les œufs pondus par les mouches ne peuvent pas rejoindre la viande. Il n'y a aucune larve qui se développe, donc aucune mouche. Donc, il n'y a pas de génération spontanée ni de la vie, ni des idées. Louis Pasteur aurait dû s'en souvenir. Ensuite, 100 ans plus tard, vous voyez que Bergman s'est posé la question de comment les molécules réagissent entre elles pour donner des substances à la source du vivant. Eh bien, il a écrit un traité des affinités chimiques ou attractions électives. Et c'est à la lecture de cet ouvrage sur les affinités chimiques que Goethe a emprunté le terme d'affinité élective pour l'ouvrage qu'il a écrit 100 ans plus tard, en 1809. Et puis, vous voyez à peu près 100 ans plus tard, enfin 167 ans plus tard, un élève de von Liebig a développé une cellule minérale à partir de mélanges de substances minérales, de ferrocyanure de cuivre et de potassium, qu'il observe réagissant pour former donc des croissances et des bourgeonnements, et cela ressemble fortement à des formes cellulaires. Puis tout d'un coup, les choses se sont accélérées. Un biologiste italien, Gigliottos, émet l'hypothèse que les espèces vivantes n'ont pas une origine unique, mais multiple. Elles sont polyphylétiques et non monophylétiques. Autrement dit, il y a plusieurs origines de la vie sur Terre. Et puis en 1912, Stéphane Leduc, un autre biologiste, a inventé ce que l'on appelle aujourd'hui, ce qu'il a appelé, lui, le premier, la biologie synthétique ou biologie de synthèse, et qui est aujourd'hui une discipline révolutionnaire dans le champ de la biologie. Et il s'est posé la question, dans une époque où la chimie était en pleine expansion, il s'est posé la question, il a osé formuler cette question, pourquoi est-il moins acceptable de chercher comment faire une cellule, en laboratoire donc, que de fabriquer une molécule? Il a écrit cette phrase absolument mémorable pour l'époque dans les mécanismes de la vie. Et puis vous avez sans doute entendu parler d'Alexandre Oparin, ce chercheur soviétique qui, dans les années 1920, et en même temps et indépendamment que le généticien Haldane, eh bien, tous les deux, Oparin et Haldane, ont proposé que la vie sur Terre se soit formée dans un océan primitif, ce qu'on appelle une soupe prébiotique, grâce au dépôt de molécules en provenance de l'atmosphère, et l'ensemble aurait formé les briques élémentaires du vivant et se serait assemblé pour former les premières cellules que l'on a appelées Coacerva. Je suppose que vous avez tous plus ou moins déjà entendu parler de ce scénario. Et puis quelques années plus tard, 30 ans plus tard, les chimistes soviétiques, Belousov et Zamotinsky, ont mis dans une petite boîte, sur une paillasse de laboratoire, une boîte qu'on appelle une boîte de pétri, ils ont mélangé du bromure de potassium avec du cérium et puis du malonate, du citrate en milieu très acide avec de l'acide sulfurique. Et ils ont observé des vagues oscillantes, colorées, bourgeonnantes, ce qui a inspiré donc toutes les théories sur l'auto-organisation dont vous avez peut-être aussi entendu parler et qui ont fait les beaux jours de von Förster, Francisco Varela et Henri Atlan, et qui a permis également à Ilya Prigogine de proposer donc sa théorie de la thermodynamique loin de l'équilibre et donc toutes les spéculations afférentes sur les origines de la vie. Donc vous avez un petit historique de tout ce qui s'est passé depuis les années 1600 et vous voyez que ces théories sur l'auto-organisation donnent lieu aujourd'hui encore à des travaux chimiques extrêmement intéressants. On parle de jardins chimiques et de végétation métallique pour ces figures artificielles auto-organisées que vous voyez ici et qui évoquent tout à fait la diversité végétale. On parle même de fleurs. Donc la chimie est capable d'engendrer ce que les chimistes appellent des fleurs.
Et vous pouvez trouver ces motifs et ces représentations absolument extraordinaires dans 2 articles, un dans Physical Letter, qui a été publié par Florence Audin et ses collaborateurs, et un autre qui est paru, je fais référence au collègue qui nous a précédés tout à l'heure et qui a parlé de l'articulation entre art et science. Il y a une revue qui s'appelle Art et Sciences, qui est libre d'accès sur Internet. Eh bien, vous pourrez trouver l'articulation de cette pensée auto-organisée qui donne lieu à des fleurs en chimie dans un article paru dans Art et Sciences en 2018 et écrit par Florence Audin et ses collaborateurs. Donc la nature produit toute une série de beautés minérales. Est-ce que c'est de la vie? Je ne crois pas, et évidemment personne ici ne peut dire que la vie se réduit ou est circoncise à des substances minérales. Autre question que nous nous sommes posée en introduction, vous vous en souvenez, connaissons-nous tout le vivant? Alors vous savez que le vivant est partout, dans les moindres recoins de la planète, le plus petit recoin éloigné de la Terre, au cœur des roches, dans l'atmosphère, dans les océans, dans les sources profondes, sous-marines, enfin, etc. Et y compris toutes les centaines d'espèces, entre guillemets, qui habitent notre tube digestif, notre peau, toutes nos muqueuses, enfin, etc. Donc le vivant est absolument partout. Or, nous ne connaissons que 1 à 2% de toutes les espèces vivant aujourd'hui, qui représentent elles-mêmes 1/1000 de toutes les espèces qui ont peuplé la Terre depuis 3,85 milliards d'années. Donc la biodiversité, la xénobiodiversité est originelle, et il faut bien se garder de toutes les généralisations et de tous les concepts, des généralisations qui entourent toutes les notions de vivant, de biosignature, de définition de la vie, etc. On ne connaît que 1 à 2% du vivant sur notre planète. Alors quand on dit « je vais définir la vie » avec un grand « la », eh bien, moi, ça me laisse toujours extrêmement sceptique. Alors, je vous montre ici une très belle figure, on dirait une robe du soir, qui est ce qu'on appelle l'arbre du vivant. L'arbre du vivant, tel qu'il est le plus récent, qui a été publié en 2016. Donc vous voyez que, basé sur l'ensemble des génomes, le génome, vous le savez, c'est l'ensemble de l'ADN que l'on trouve dans les noyaux des cellules, dans nos chromosomes, eh bien, basé sur l'ensemble des génomes qui ont été décryptés, séquencés, vous voyez que l'arbre du vivant se divise en plusieurs branches. La branche qui est ici, supérieure, c'est la branche des bactéries, les micro-organismes. Vous avez une branche ici, enfin une branche, oui, mais qui a plusieurs ramifications, qui est les archées, les archaébactéries, donc ce sont également des micro-organismes. Et puis vous avez ici, tout en vert, la branche des eucaryotes. Nous sommes des eucaryotes. Et vous voyez, nous sommes ici une toute petite, les opisthocondres, nous sommes partis d'une toute petite ramification de cette branche des eucaryotes. Et comme je l'ai écrit ici, cette branche des eucaryotes ne représente que 5% de toute la diversité phylétique de tout le vivant séquencé sur Terre aujourd'hui. Et puis, il y a ici, en mauve, un très grand pan de vie que nous ne connaissons pas. On appelle ça les CPR, c'est une biosphère que l'on qualifie de rare, CPR pour Candidate Phyla Radiation. Et vous voyez que ces CPR, cette biosphère rare, ce sont des organismes sans représentants isolés et pas complètement identifiés. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a des expéditions sur la planète, pas dans l'espace, des expéditions, par exemple l'expédition Tara, ou bien des gens comme Craig Venter, dont vous avez peut-être entendu parler, qui ramassent des quantités phénoménales d'eau de mer, qui les amènent dans les laboratoires et qui cherchent tous les morceaux d'ADN, les fragments d'ADN, tous les petits organismes qui se trouvent dans ces prélèvements. Eh bien, on s'est aperçu que ces organismes, on les a regroupés ici, et qu'un énorme pourcentage, certains disent 90% des séquences d'ADN trouvées sont inconnues de toutes les bases de données qui ont permis d'identifier cet énorme domaine ici, ce domaine-là, donc le domaine des bactéries, le domaine des archées et le domaine des archaées.
Autrement dit, plus de 90% des séquences d'ADN trouvées aujourd'hui sont inconnues des bases de données. Donc vous voyez que nous sommes loin de connaître tout le vivant. Alors, on va revenir sur Terre, on était sur Terre hein, là, mais on était dans ce que l'on ne connaît pas. Dans ce que l'on connaît, donc, je vous ai parlé des bactéries. Donc vous voyez ici une bactérie, Escherichia coli. On en a plein partout, dans notre tube digestif, dans nos fosses nasales, dans la bouche. Enfin bon, bref, on a partout toute une série d'espèces bactériennes, et en particulier Escherichia coli, qui n'est pas une bactérie dangereuse, mais qui peut le devenir lorsqu'il y a un déséquilibre qui s'instaure dans notre faune bactérienne. Eh bien, à ce moment-là, ça crée des pathologies. Mais en général, vous n'êtes pas seul au monde. Hein, vous avez absolument besoin de toutes ces bactéries, et y compris de tous les virus qui nous habitent. Et donc voilà, il ne faut pas boire d'eau de Javel, parce que sinon vous détruisez tout. Et pas simplement votre estomac, mais vous détruisez toute votre faune et votre flore intestinale. Et à ce moment-là, vous allez très très mal. C'est la même chose avec les antibiotiques. Donc ici, vous avez Escherichia coli, un compartiment avec de l'ADN, un seul chromosome, donc de l'ADN qui est libre à l'intérieur. Et puis, on connaît donc les eucaryotes, qui sont un compartiment, avec, vous le voyez à l'intérieur, plein de petits compartiments, un noyau qui contient les chromosomes, et puis d'autres compartiments, les mitochondries qui sont responsables de la respiration, hein, qui nous permettent d'avoir des échanges gazeux respiratoires avec l'oxygène et le CO2 environnant. Et puis ici, une cellule végétale où, en plus du noyau qui contient les chromosomes, donc chromosomes que vous avez ici, hein, qu'on va voir dans quelques instants, vous avez des mitochondries, puisque les plantes respirent aussi oxygène et CO2, ce sont des échanges gazeux que font les plantes. Et puis, il y a ce qu'on appelle des chloroplastes qui contiennent des éléments moléculaires qui sont capables de capter l'énergie en provenance du Soleil et de transformer cette énergie solaire, cette énergie physique, en énergie chimique pour fabriquer les molécules du vivant. Donc s'il y a des choses si je vais trop vite ou si... mais enfin, bon, j'essaie... Quand je vous dirai de fermer les yeux, c'est parce que je vais montrer des molécules et surtout ne pas regarder pour ne pas vous faire peur. Mais autrement, j'essaie d'être le plus didactique possible. Quoique, vous savez, quand j'ai été accueillie ici, la première question qu'on m'a posée, c'est vous avez un GPS? J'ai dit non, je ne sais pas me servir de ces objets-là. Donc, vous voyez, il y en a qui savent se servir des molécules et d'autres qui savent se servir des objets numériques. Donc, chacun sa technique, chacun sa discipline et sa spécialité. Donc, enfin, je vous dirai quand même quand vous devez ne pas regarder ce que je vous montre. Donc, vous avez ici, donc, ce qui se passe dans ces molécules, dans ces compartiments-là, c'est ce qu'on appelle le métabolisme, c'est-à-dire les échanges avec l'extérieur et les transformations des atomes et des molécules qui sont pris dans l'environnement, qui sont emmagasinés dans le compartiment et qui vont mouliner tout un tas de réactions chimiques pour fabriquer des protéines, des acides nucléiques, pour fabriquer des déchets qui sont expulsés, etc. Donc ce métabolisme fabrique, on va retenir aujourd'hui, il y a d'autres choses qui sont fabriquées, des sucres, des graisses, des lipides, etc. Mais on va parler aujourd'hui essentiellement des ADN et des protéines. Alors vous voyez l'ADN ici, quand on déroule un chromosome, tout le monde a déjà vu les chromosomes comme ça, quand vous le déroulez ici, eh bien vous avez ce qu'on appelle une double hélice ou bien tout simplement une échelle qui est torsadée. Cette échelle qui est torsadée, eh bien, elle a deux montants, comme toutes les échelles qui se respectent, et ces montants sont constitués d'un sucre dont Michel vous a parlé il y a quelques instants, un sucre qui est le ribose, un sucre à 5 atomes de carbone, et d'un phosphore. Donc sur l'échelle, c'est sucre, phosphore, sucre, phosphore, sucre, phosphore, idem sur l'autre montant de l'échelle. Et pour relier les deux montants de l'échelle, vous avez des barreaux, comme toute échelle qui se respecte, et ces barreaux sont constitués de ce qu'on appelle les bases azotées, dont tout le monde a entendu parler. Vous savez, quand on vole un scooter, eh bien, on va prendre les empreintes ADN. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la police est capable, grâce aux empreintes qu'ont laissées les malfaiteurs, eh bien, de séquencer, de découper cet ADN en bases azotées, A, T, G, C, j'ai mis U entre parenthèses
pour ce proche parent de l'ADN qui est l'ARN, donc ATGC, et selon l'ordre dans lequel sont agencées les ATGC, ces fameuses bases azotées, qui sont des molécules chimiques, eh bien les policiers peuvent dire « Tiens, cet ADN appartient à tel malfaiteur, on cherche dans notre base de données, s'ils ont de la chance, eh bien, ils trouvent le malfaiteur X qui a laissé ses empreintes sur le scooter volé, ou autre exemple à votre choix. » Donc on connaît ces quatre bases azotées qui sont très importantes et qui constituent l'ADN, mais pas seulement. J'ai mis ici, entre parenthèses, on connaît, et je ne vais pas m'étendre aujourd'hui, mais sachez-le, mettez-le quelque part dans votre cerveau, on connaît des bases azotées non standards. Nous, dans notre jargon, on dit non canoniques, on en connaît une centaine, mais qui ne font pas partie de l'ADN, on les retrouve surtout dans l'ARN. Et puis la deuxième grande catégorie de molécules, qui est aujourd'hui que l'on trouve dans le vivant, ce sont les protéines. Et les protéines, vous savez qu'il faut en manger, qu'elles soient d'origine animale ou d'origine végétale, et elles sont constituées, les protéines, de briques élémentaires, qui sont les acides aminés. Les acides aminés, alors l'ADN, c'est relativement, au fond, c'est une molécule, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous en parler, c'est Dieu en personne, hein, pour la plupart des gens. Mais c'est une molécule relativement monotone. Il y a 4 bases, l'alternance de 4 motifs qui se succèdent. Par contre, les protéines, c'est constitué de 20 acides aminés. Chaque acide aminé a une personnalité chimique différente. Et c'est la combinaison de ces 20 acides aminés qui fait cette énorme diversité. Alors là, vous voyez, j'ai mis des points de suspension pour vous montrer que les protéines sont capables de s'organiser dans des structures absolument extraordinaires. Et c'est là que commence la biodiversité. Hein, c'est la biochimiodiversité. Donc, les protéines, c'est extrêmement important. 50% du poids sec d'un organisme vivant, c'est-à-dire si on vous déshydrate complètement, comme c'est en train de se faire actuellement grâce à la canicule, eh bien, il vous restera quand même 50% de votre poids sec en protéines. Et puis, on connaît... Donc ici, je vous montre 20 acides aminés, et on en connaît beaucoup plus que ça. On en connaît plus de 500, dont 150 entrent dans la composition des protéines. Mais il n'y en a qu'une vingtaine qui sont génétiquement codées. Qu'est-ce que ça veut dire, génétiquement codées? Ça veut dire que dans la séquence des bases de l'ADN, A, T, G, C, C, T, G, A, enfin, etc., eh bien, il y a des triplets, 3 par 3, on va y revenir tout à l'heure, qui lisent tel acide aminé. Donc, il y en a 20 qui sont signifiés par la séquence de l'ADN. On va y revenir dans quelques instants. Alors évidemment, comme ces acides aminés et ces bases azotées sont au fondement de la vie, eh bien, tous les chercheurs qui se sont intéressés aux origines de la vie ont, après Oparin et Haldane, après les années 1920-30, eh bien, ils se sont dit on va essayer de reconstituer en laboratoire les briques élémentaires du vivant. Et vous avez ici Stanley Miller, qui était un jeune étudiant en 1953. Il est allé voir Harold Urey dans son laboratoire à Chicago, et Urey venait d'obtenir le prix Nobel pour la découverte du deutérium dans l'atmosphère. Vous devez le connaître beaucoup mieux que moi. Et donc il a dit à Urey, vous connaissez bien l'atmosphère, est-ce que je pourrais, je suis un jeune étudiant, il avait 20 ans, est-ce que je pourrais, dans votre laboratoire, me donner un petit coin de paillasse, reconstituer les conditions de l'atmosphère primitive pour voir si, qu'est-ce qu'on obtient quand on fait réagir sous l'effet de la foudre, etc., ce que l'on obtient. Et Urey, grand noble, lui a dit, voilà ce coin de paillasse, quand tu auras trouvé des résultats, tu viendras me voir. Et donc, Stanley Miller a construit cet appareillage. Vous voyez ce ballon dans lequel il a mis de l'ammoniac, du méthane, de l'hydrogène et de la vapeur d'eau qu'il a soumis à la décharge électrique. Et au bout de quelque temps, eh bien, il voit apparaître dans ces analyses chimiques, il voit apparaître l'essentiel des acides aminés que nous trouvons dans nos propres cellules. Donc ça a été une révolution absolument extraordinaire. Tout le monde s'est écrié, on peut recréer la vie en laboratoire. En fait, il avait retrouvé 6 ou 7 acides aminés seulement. Alors dans la foulée, Juan Oro, un chercheur espagnol qui a fait toute sa carrière au Texas, aux États-Unis, a réussi, grâce à un gaz trouvé dans l'atmosphère, l'acide cyanhydrique, à synthétiser, sous l'effet de rayonnement ultraviolet, de l'adénine, la base A, et d'autres bases azotées des acides nucléiques. Donc ça brûlait, on était proche, quoi.
synthétiser la vie en laboratoire. Je passe très vite sur cette diapo parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de temps, mais on peut aussi simuler des fabrications de molécules sur des surfaces minérales. C'est ce qui se passe dans les sources chaudes sous-marines, à proximité donc, des sources hydrothermales. On y reviendra dans les questions si vous voulez. Alors, en plus de cette fabrication des acides aminés en laboratoire par Stanley Miller en 1953, eh bien, plusieurs chercheurs, des astrophysiciens, ont découvert, grâce à la théorie de l'impact, que des briques élémentaires du vivant se formaient également dans l'espace. Alors vous voyez ici, donc, la première météorite à avoir été étudiée dans ce sens, c'est la météorite de Murchison, qui date de la formation du système solaire et qui a été découverte en Australie en 1969. Donc des vésicules de ce type ont été trouvées dans la météorite de Murchison. Et vous voyez ici, dans ce camembert, que plusieurs molécules d'intérêt biologique, eh bien, des bases azotées, des purines, des cétones, de l'alcool, des acides aminés, ont été trouvées dans la partie organique des météorites. Donc, au fond, les molécules du vivant, que ce soit les acides aminés ou les bases azotées, elles se forment dans le laboratoire, dans des conditions simples, comme j'ai montré, mais elles se forment aussi toutes seules dans l'espace, et en particulier, on en a trouvé dans les météorites. Donc, vous voyez ici un tableau comparatif de ce qui est obtenu sous l'effet de la décharge électrique ou dans la météorite de Murchison. Donc ça, c'est bien établi. Et ce qui est bien établi aujourd'hui dans la communauté des gens qui s'intéressent aux origines de la vie, c'est que la biomasse terrestre primitive provient de différentes sources, à la fois de l'atmosphère, donc il y a un peu de sel, un peu de poivre, à la fois de matière organique extraterrestre, donc au-delà de l'atmosphère, et à la fois on peut en fabriquer aussi sur des argiles dans les sources hydrothermales. Autrement dit, la soupe primitive, dans cette marmite-là, contient toutes les briques élémentaires du vivant qui ont différentes origines. Alors, je fais le point, là, sur 1953. Annus Mirabilis a été une année extraordinaire pour les biologistes, les biochimistes. Stanley Miller, synthèse prébiotique d'acides aminés. Sanger et Thomson qui ont séquencé l'insuline. C'est une protéine fondamentale pour les gens qui ont du diabète. Vous savez que l'insuline, c'est ce qui sert à réguler le taux de sucre dans le sang. Donc, cette même année-là. Et puis, 1953, c'est l'année où Rosalind Franklin a découvert et a donné ses résultats à James Watson et Francis Crick. Et donc, ensemble, on leur attribue la découverte de la double hélice d'ADN, comme je vous l'ai montré il y a quelques instants. Et cette double hélice d'ADN, je vous ai dit, elle a tout à l'heure, depuis 1953, pendant une cinquantaine d'années, régné en maître sur toute la biologie de l'époque, pendant une cinquantaine d'années, entre 30 et 50 ans. Vous voyez que, par exemple, elle a inspiré aussi des artistes. Salvador Dali a représenté, vous pouvez le voir non loin d'ici, à Figueras, il y a cette statue tridimensionnelle de Salvador Dali qui représente l'ADN, et avec aux deux extrémités de la molécule, on parle des extrémités 3' et 5', eh bien, il a mis des mains pour montrer le divine power of DNA, le pouvoir divin de l'ADN. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que l'ADN, c'était le Dieu, et ça le reste encore dans l'esprit de certains scientifiques. Si vous vous aimez beaucoup, vous pouvez faire séquencer votre propre ADN, et puis on peut vous le proposer sous forme de tableau, et vous voyez, vous pouvez l'afficher au-dessus de votre canapé, et vous contemplez votre propre génome, si vous voulez. Et si vous croyez vraiment aux vertus de l'ADN, vous pouvez aller sur Internet, et pour la modique somme qui est indiquée de 99 €, mais c'est faux, en fait c'est 399 €, vous tapez 23andme.com et vous accédez à toutes vos données de santé, de carrière, vos ancêtres, enfin, etc. Tout votre passé, votre avenir peut vous être donné. C'est une énorme supercherie, mais ça marche très très bien. Voilà. Et en plus, je vous déconseille de le faire. Vous pouvez le faire, mais jusqu'à un certain point, parce que j'ai appris récemment, il y a quelques jours, que la firme qui avait créé cette boîte a livré toutes les données qu'elle avait reçues, à titre confidentiel.
Bon, alors je reviens quand même sur des choses plus sérieuses, mais en fait ce que je vous ai dit était sérieux aussi, sur le fait que les protéines font tout le travail chimique. Dans les cellules humaines, ce sont les enzymes, ce sont les hormones, c'est l'hémoglobine, enfin toutes ces choses, vous les connaissez, c'est la kératine des cheveux, ce sont les anticorps, enfin, etc. Dans les levures, les protéines servent à fabriquer l'éthanol, l'alcool. Dans les bactéries de notre microbiome, eh bien, ça fabrique des vitamines, des médicaments, des antibiotiques, etc., etc. Ça dégrade les herbicides, ça produit des biocarburants, etc. Donc les protéines sont des molécules absolument fondamentales. On va suivre ce fil rouge-là. L'ADN, c'est une molécule absolument fondamentale. Là, vous pouvez encore garder les yeux ouverts. Je vous dirai quand il faut les fermer. Et donc là, vous voyez que l'ADN, bon, c'est une molécule, hein, comme il y en a partout dans le monde. Alors il y a le phosphate, le sucre, le phosphate, le sucre, le phosphate, le sucre, je vous ai montré, et puis les bases azotées. Donc c'est assez monotone, c'est une alternance de séquences qui porte ce que l'on appelle une information génétique. Je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi. Alors ATGC dans l'ADN, je vous ai dit, permet de lire 20 acides aminés. Donc vous voyez ici ce que l'on a appelé pendant très longtemps le dogme. Ce n'est pas un gros mot, c'est le dogme central de la biologie moléculaire, selon lequel l'ADN que vous avez ici, donc ça c'est un des brins, hein, je vous ai montré, de la double hélice, de l'échelle, ça c'est un autre brin, ça s'apparie pour former cette échelle avec les barreaux, eh bien ça va constituer un gène. Ce gène est transcrit en un ARN, on n'en parlera pas ce soir, vous en parlerez une autre fois si vous voulez, mais on n'en parlera pas, mais c'est une molécule extrêmement importante. Et puis, toute cette séquence dans le gène est traduite en protéines. Donc, on peut lire en 20 acides aminés, puisque les protéines, ce sont des acides aminés, eh bien, grâce à l'agencement de cette séquence. Alors, 4 bases, A, T, G, C, ça permet de lire 20 acides aminés. On dit qu'ils sont génétiquement codés pour la fabrication des protéines. Alors, comment 4 bases peuvent donner 20 acides aminés? Alors, si on agence les 4 bases, alors une base, ça ne peut pas donner 20 acides aminés, bon, ça ne va pas. Donc, si on les agence 2 par 2, ça fait 4 puissance 2, ça fait 16 possibilités. C'est insuffisant, puisqu'on a découvert en laboratoire qu'il y en avait 20 qui étaient codés. Donc, on s'est dit, eh bien, les 4 bases sont agencées 3 par 3. On parle de triplé, de codon, c'est la même chose, hein, c'est synonyme. Et ça donne lieu à 64 possibilités. Donc, c'est bien plus que 20. Ça veut dire qu'il y a certains acides aminés qui sont lus par plusieurs codons, plusieurs triplés. On dit que le code génétique est redondant. Et redondant, et surtout qu'il est dégénéré. Ce n'est pas le mot que je voulais dire, il est dégénéré parce que plusieurs codons, plusieurs triplés de base codent parfois pour un même acide aminé. Ce n'est pas vrai pour les 20, mais c'est vrai pour certains. Et puis, alors je ne vais pas vous faire un cours en détail, hein, mais c'est simplement pour que vous vous rendiez compte de ce qui se passe. Donc, on a retenu cette organisation-là, qui s'est avérée exacte au fil des ans par l'expérimentation. Donc, ça veut dire que certains triplés correspondent au même acide aminé, ou bien à d'autres signaux, c'est-à-dire le démarrage de la lecture de l'ADN, ou bien stop, on arrête la lecture. Parce que les protéines, elles ont une certaine longueur. L'ADN ne va pas se lire comme ça indéfiniment. Donc c'est une portion, un gène, qui va être lu, et à un moment donné, il faut dire stop. C'est un triplé de base, un certain agencement qui dit stop. Alors j'insiste là-dessus parce que vous allez voir tout à l'heure que la xénobiologie utilise cette affaire-là. Donc, bon, si vous avez des questions, vous me les posez maintenant, mais je crois que, grosso modo, on comprend. Alors, Craig Venter, est-ce que vous avez entendu parler de Craig Venter ? C'est celui qui a séquencé le génome humain. Le premier génome humain a été séquencé par Craig Venter. C'était un chercheur, comme vous et moi, enfin, ou la plupart d'entre vous et moi, et puis qui a eu cette idée de séquencer le génome humain
Tout le monde a crié des cris d'orfraie. Et au bout du compte, il y est arrivé, il a soulevé les fonds nécessaires aux États-Unis, et maintenant il a un institut absolument énorme, l'équivalent d'une petite ville américaine, où il emploie des milliers et des milliers de gens qui vont sur les mers, sur terre, partout, dans tous les pôles, pour recueillir des échantillons et faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, séquencer toute la Terre, tout ce qui existe sur Terre. Donc pour lui, pour Craig Venter, il faut passer de la lecture à l'écriture du code génétique. On n'en est plus à la lecture du code, on a tout compris. Maintenant, il faut passer à l'écriture du code. Parce que pour lui, la vie est information. Donc si la vie n'est qu'information, la nature, pour lui, et pour les gens qui travaillent avec lui, est considérée tout simplement comme une source de programme. Et par exemple, un chercheur de la Harvard Medical School à Boston utilise la métaphore de l'ordinateur pour décrire les organismes vivants. Tout comme les ordinateurs sont des machines universelles, dans le sens où grâce à une programmation appropriée, ils peuvent simuler les activités de n'importe quelle autre machine, et bien pour Craig Venter, pour Church, eh bien les organismes biologiques pourraient être des constructeurs universels, car avec des changements appropriés dans leur programmation génétique, ils peuvent être amenés à produire n'importe quel artefact imaginable. Donc un organisme vivant serait tout simplement un système, on cherchait les définitions de la vie tout à l'heure, eh bien un vivant serait un système de production préfabriqué, prêt à l'emploi, qui, comme un ordinateur, est régi par un programme qui est son génome. Or, s'il y a des médecins ou des chercheurs en biologie médicale dans la salle, ils savent qu'un gène, considéré comme une unité, qui est considéré comme l'unité minimale d'information, ne possède pas de déterminisme associé génétique. Un gène ne produit pas une seule fonction, il peut être multifonctionnel, dans notre jargon on dit qu'il est pléiotropique, et cela signifie que ces fonctions varient avec l'environnement. On connaît, si le gène cause des maladies, il doit être amélioré, mais il existe très très peu de maladies monogéniques, c'est-à-dire responsables d'un seul gène. Donc, c'est extrêmement important, évidemment, de traquer ces maladies, mais elles sont mineures, infinitésimales par rapport à l'ensemble des maladies et à l'ensemble des recherches que l'on fait sur, par exemple, l'autisme. Pendant des années et des années, on a dit que ça avait une origine génétique. En fait, il y a des pléthores de gènes qui sont impliqués dans l'autisme. Il n'y a absolument pas d'occurrence génétique unique associée à l'autisme, et c'est vrai pour toute une série de maladies. Donc la question est, peut-on modifier la vie en conséquence avec toutes les informations dont on dispose sur le code génétique? Alors peut-on modifier la vie? Il y a une première voie qui consiste à augmenter la vie. Augmenter la vie, enfin, telle qu'on la connaît aujourd'hui, par additionner des acides aminés non standards dans une chaîne protéique existante. Par exemple, en assignant des triplés, ce que je vous ai montré tout à l'heure, à de nouveaux acides aminés. Et c'est ce qu'a fait ce fameux Church à Harvard en 2013. Il a associé le triplet TAG, qui normalement signifie stop, on arrête la lecture de l'ADN. Eh bien lui, il a réussi en laboratoire, donc ça signifie stop, eh bien il a réussi à l'associer à un acide aminé non standard. Donc l'idée est venue d'étendre le code génétique de 4 lettres à n lettres. Et vous allez voir donc qu'il s'agit d'élargir, tout comme le jeu des possibles, c'est-à-dire augmenter l'ADN, se prendre donc soit pour des petits golems, soit pour des petits Frankenstein. Et la première étape a été franchie. L'alphabet de l'ADN a été enrichi de 4 à 6 lettres. Comment fabriquer une protéine inédite? Avec 4 bases, on a 64 triplés, nous l'avons vu tout à l'heure. C'est pour ça que je me suis étendue un petit peu sur cette question. Eh bien, avec 6 bases agencées par triplet, on a 216 triplés. L'objectif est d'obtenir plus de 150 acides aminés nouveaux dans des protéines thérapeutiques. Alors c'est là que vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, parce que vous voyez des molécules chimiques. Alors vous voyez que par exemple les bases CG
de la séquence des 4 bases ATGC ont été remplacées par ces 2 bases-là qui ont des noms barbares. Je vous en ferai grâce aujourd'hui. Et vous voyez qu'il y a moins d'1 an, donc dans un article paru dans Nature, eh bien York Zhang et ses collaborateurs ont introduit dans l'ADN ces 2 bases au nom barbare, qui sont des bases artificielles construites en laboratoire. Et la bactérie Escherichia coli a été modifiée. On a obtenu donc une bactérie semi-synthétique qui incorpore ce nouvel ADN. Dans un autre registre, cette fois-ci en France, au Génoscope, Philippe Marlière et ses collaborateurs ont fabriqué une bactérie qu'ils ont appelée xénobiotique. Alors comment ils ont fait? C'est très simple. Eh bien, ils ont pris une bactérie Escherichia coli et ils l'ont privée de tout ce qui code pour la synthèse du T, de ATGC. C'est un peu comme si vous prenez quelqu'un, vous le privez de sucre et à la place, vous l'alimentez avec du Coca-Cola. Et petit à petit, eh bien, il sera dépendant du Coca-Cola. Il ne pourra plus manger de sucre dans les fruits ou dans d'autres choses. Eh bien, c'est la même chose, exactement la même chose qui a été fait. Il a privé Escherichia coli de son sucre, et puis il l'a remplacé par du Coca-Cola. Eh bien, Escherichia coli dépend maintenant de la disponibilité de cette molécule T dans l'environnement. C'est-à-dire que normalement, ATGC, on se les fabrique soi-même. Lui, comme il a enlevé tout ce qui était capable de fabriquer T, eh bien, il faut, pour que Escherichia coli vive, il faut lui donner du T en abondance. Enfin, du T, la lettre. Bon. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait donc, dans un deuxième temps? Il a cultivé cette bactérie dans un chémostat. Un chémostat, c'est un réacteur, une machine à évoluer. Le premier à avoir fabriqué un chémostat, c'est Jacques Monod, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, à l'Institut Pasteur, dans les années 60 et 70. Il avait fabriqué le premier chémostat, et Philippe Marlière, qui était chercheur à l'Institut Pasteur et qui maintenant était au Génoscope, a importé et a construit un énorme chémostat, bien plus sophistiqué que celui de Monod, et dans lequel il a fait pousser donc, la bactérie coli dans un milieu de plus en plus pauvre en T, et il a subrepticement enrichi en Coca-Cola, et en l'occurrence ici en une base qu'on appelle le 5-chlorouracile, qui est représenté ici. C'est une molécule qui normalement est toxique, et bien, pour les êtres vivants. Eh bien, lui, il l'a rendue permissive, et au contraire, T est devenu toxique. Donc, il a fabriqué une bactérie xénobiotique en moins de 5 mois dans sa machine à évoluer. Il a fabriqué des bactéries sentinines qui sont incapables de survivre dans la nature, puisqu'il faut leur fournir de la thymine, et pour rendre impossible une évolution en sens inverse, donc ça ne peut vivre que dans son chémostat, et pour rendre impossible une évolution en sens inverse, il faudrait substituer les 4 bases de l'ADN, ou bien, on y vient, à ce que vous a présenté Michel tout à l'heure, utiliser des acides xénonucléiques avec un sucre différent, de manière à créer un sucre, donc le montant de l'échelle, ribose phosphate différent. Alors vous avez ici, vous pouvez regarder, parce que ça ne fait pas peur, des systèmes génétiques alternatifs, on appelle ça des systèmes génétiques alternatifs, ou acides xénonucléiques. Donc vous avez ici ADN et ARN classiques, tranquilles, ce que nous fabriquons nous. Et puis vous avez ici une molécule qui s'appelle PNA. PNA, ça veut dire peptide ou protéine nucléique acide. Ça veut dire que le squelette, au lieu d'être fait de sucre phosphate, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il est fait tout simplement de protéines. Et puis vous en avez d'autres ici, de PRNA, du HNA, si vous voulez les noms, les détails, je vous les donnerai, mais de l'altritol. Et ici, le tréose nucléique acide, celui que vous a présenté Michel, c'est-à-dire le sucre, le ribose, est remplacé par un tréose, c'est-à-dire un sucre à 4 carbones. Donc vous voyez ce tréose nucléique acide. Donc tout ça, ce sont des AXN, ou des systèmes génétiques alternatifs. Et alors pour le premier, j'y reviens, parce que c'est très intéressant, dans une bactérie, on appelle ça une cyanobactérie,
qu'entre parenthèses, qui existait entre parenthèses il y a 3 milliards d'années, puisqu'on les retrouve dans les stromatolites. Vous avez déjà entendu parler des stromatolites? Stromatolites, ce sont des formations calcaires et puis qui ont été silicifiées sous forme de fossiles. Ce sont des formations calcaires produites par l'activité métabolique de cyanobactéries anciennes. Et on trouve des stromatolites datant de 3 milliards d'années dans la baie des Requins, en Australie occidentale. On en trouve aussi dans le Transvaal, en Afrique du Sud, datant de 2,5 milliards d'années. Donc ces cyanobactéries sont extrêmement intéressantes. Eh bien, parce qu'aujourd'hui encore on en trouve, des modernes évidemment, eh bien les cyanobactéries produisent ce squelette de PNA, que vous avez donc un squelette backbone for nucleic acid, mais on n'a pas trouvé le PNA complet, c'est-à-dire le squelette avec les bases azotées. Mais on a trouvé que le squelette déjà existait dans les cyanobactéries. Donc vous voyez que la recherche avance et nous permet de spéculer sur plein d'idées extrêmement intéressantes. Alors qu'est-ce que ça montre? Alors ces molécules-là sont capables, tout à l'heure il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce qu'on connaît des molécules qui sont différentes de l'ADN et qui sont capables de se répliquer? Est-ce que la personne est là? Oui, elle m'a dit qu'elle viendrait. Enfin bon, bref. Eh bien oui, vous voyez, ces molécules sont capables de se répliquer, c'est-à-dire de produire des molécules identiques à elles-mêmes et même de produire des acides nucléiques standards tels qu'on les connaît aujourd'hui dans certaines conditions de laboratoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'une transition est possible entre deux systèmes différents sans perte d'information, génétique. La métaphore, c'est les hommes préhistoriques dessinaient des aurochs avec du charbon sur les murs des cavernes. Le même message, la même information a été dessinée plus tard avec la découverte du crayon à papier, et puis la même information peut être dessinée aujourd'hui par voie numérique ou digitale sur des disques informatiques. Cela veut dire que les premiers organismes ou les futurs organismes avaient ou ont pu avoir des matériels génétiques différents, et on parle aujourd'hui d'organismes hétérogénétiques. Il s'agit en quelque sorte d'une sorte de symbiose. Alors, on a l'impression que toute cette recherche est une recherche de pointe. C'en est une, d'une certaine manière, mais il n'y a pas de génération spontanée des idées, pas plus que de la vie. Et vous voyez qu'un des plus grands chercheurs au monde, Claude Bernard, c'était un médecin, c'était le fondateur de la médecine expérimentale, c'est lui qui a découvert l'équilibre du milieu intérieur, ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc ça a été un très très grand, tout le monde a entendu parler de Claude Bernard. Dans toutes les villes, il y a une rue Claude Bernard, de toute façon, donc vous ne pouvez pas ne pas le connaître. Eh bien, Claude Bernard avait écrit la chose suivante en 1867. En prenant la matière organisée en quelque sorte à l'état naissant, on peut espérer changer sa destinée évolutive et par conséquent son expression organique finale. Je pense en un mot que rien ne s'oppose à ce que nous puissions produire de nouvelles espèces organisées, de même que nous créons de nouvelles espèces minérales. 1867, c'était après les expériences de Traube dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, de même que nous créons de nouvelles, c'est-à-dire que nous ferons apparaître des formes organisées qui existent virtuellement dans les lois organogéniques, mais que la nature n'avait point encore réalisées. Donc vous voyez qu'en 1867, eh bien, un des premiers xénobiologistes s'appelait Claude Bernard. Alors maintenant, on va se poser toute une série de questions que soulèvent ces travaux bien réels que je vous ai présentés. Peut-on donc modifier ou transformer la vie? Alors modifier pour augmenter, c'est évidemment donner des possibilités à ceux qui ne les ont pas. Modifier la vue de quelqu'un qui n'y voit pas bien, c'est le b.a.-ba de la tâche, des responsabilités qui nous incombent. C'est réparer dans un premier temps, puis laisser se développer les nouvelles fonctions, c'est supprimer des maladies, c'est lutter contre le vieillissement abusif, si je peux dire, enfin pas abusif, mais disons le vieillissement, le mauvais vieillissement, c'est la vaccination, c'est prolonger la vie, c'est le but même de la médecine. Or, il y a déjà un premier problème, c'est que l'espérance de vie en bonne santé diminue, c'est tout à fait récent, ça on le sait maintenant, à cause des problèmes d'environnement.
Donc, est-ce qu'il faut agir sur les médicaments ou est-ce qu'il faut agir sur l'environnement? Est-ce qu'il faut agir sur le vivant tel qu'on le connaît? Bon, il doit y avoir probablement une voie médiane à emprunter pour répondre à ce type de questions. Alors, question qui se pose, c'est par exemple, des gens veulent voir dans l'infrarouge des êtres humains. Alors, est-ce que lorsqu'on va modifier les conditions de vision de l'humain, est-ce que ce sera possible pour ceux qui le veulent ou pour tous de manière obligatoire? Est-ce qu'on va pouvoir intégrer une boussole dans notre corps? Est-ce qu'on va pouvoir ajouter un cinquième sens? Mais on a vu tout à l'heure que dès qu'on touche à quelque chose, dès qu'on touche à un gène, eh bien, il y a toute une séquence d'autres gènes qui sont impactés. Donc la même chose, si on ajoute un cinquième sens, ça peut jouer sur les autres car on ne sait pas tout. On peut remplacer un membre, un bras, une jambe, un poignet à rotation absolument indéfinie chez un humain, c'est-à-dire le transformer vers ce que l'on appelle un cyborg, c'est-à-dire cybernétique organisme. La cybernétique, c'était ce qui a précédé toutes les théories sur l'auto-organisation. Hein. Donc, on peut se transformer en cyborg. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a certains qui travaillent à cela, puisque le comble de la compétition, c'est qu'il existe des Jeux olympiques pour cyborgs, à savoir qu'il y a des courses d'exosquelettes. Les exosquelettes, ce sont des squelettes qui permettent à des gens qui sont paraplégiques ou hémiplégiques, enfin, etc., de se mouvoir. Donc maintenant, on arrive à faire se mouvoir des membres. On fabrique donc ce qu'on appelle des exosquelettes. Mais donc il s'agit d'un plus. La médecine, là, la recherche médicale apporte quelque chose d'extrêmement important. Mais ça aboutit aussi, chez certains, à fabriquer des courses d'exosquelettes et à faire des Jeux olympiques pour cyborgs. Alors jusqu'où un humain peut-il agir sur l'évolution de son espèce? Transformer l'humain n'a rien à voir avec augmenter les performances de l'humain pour sauver de certaines maladies. Le transformer, c'est rendre le changement héréditaire. Et en fait, il y a une antinomie, à mon sens, dans les deux termes, agir sur l'évolution et l'évolution en elle-même, qui est un facteur absolument dépendant du hasard et de la sélection naturelle. Donc l'évolution a inventé une source de diversité extraordinaire qui est la reproduction sexuée, qui permet le brassage génétique. Lors de la fécondation, deux matériels génétiques se rencontrent et se brassent pour créer un troisième. Donc 1 plus 1, ça fait 3, ça ne fait pas 2. 1 plus 1, ça fait 3, puisqu'il y a un nouvel être humain qui est créé. Et l'évolution a inventé cette source de diversité extraordinaire pour sortir de l'impasse du clonage bactérien qui est le fait qu'une bactérie se coupe pour donner 2 bactéries, et donc une bactérie ne meurt jamais. Donc aujourd'hui, il y a un champ qui s'appelle le transhumanisme, qui vise à lutter donc contre l'immortalité de l'humain, qui vise à la mort de la mort, c'est-à-dire au fond à ce que font les bactéries, au clonage de l'être humain. Alors, pour terminer, simplement, je voudrais rappeler ce que Darwin a évoqué dans L'œil de l'éleveur, ce don qui fait reconnaître des traits prometteurs dans les fruits de divers croisements et qui a donné lieu, c'est une clairvoyance que tous les agriculteurs connaissent ici dans cette région du Gers. Là, j'ai parlé à la personne chez qui je loge et qui m'a expliqué tout un tas de choses qu'elle faisait et qu'elle avait fait tout au long de sa vie. Eh bien, il y a une clairvoyance pragmatique chez les agriculteurs, chez les éleveurs, qui nous a apporté donc le pigeon voyageur, le lama alpaga, le concombre et bien d'autres merveilles avec lesquelles nous vivons et qui n'auraient pas existé s'il n'y avait pas eu ces croisements, cet œil de l'éleveur. Donc on peut élargir par la science le jeu des possibles, ce qui n'est pas inexorablement voué aux catastrophes humanitaires ni à ravager les habitats naturels. Il faut savoir, avec l'œil de l'éleveur, saisir des aubaines qui sont encore virtuelles. Et la xénobiologie, au fond, est mue par un optimisme raisonné qui est de donner naissance à toutes les diversités dans un monde que l'on espère encore possible. Alors un autre impact de la xénobiologie, c'est la recherche de la vie ailleurs. Je voudrais rappeler ici
que si la vie reprenait le chemin, la vie telle que nous la connaissons, vous et moi, reprenait le chemin emprunté il y a 4 milliards d'années, personne aujourd'hui ne peut certifier qu'elle suivrait exactement le même itinéraire. Donc si on repart d'il y a 4 milliards d'années, on ne serait pas là les mêmes à s'écouter et à se parler. Et si la vie a existé ou existe ailleurs, bénéficiant des mêmes conditions planétaires initiales que sur Terre, elle n'a pas la même histoire, et donc il est vain de rechercher la vie ailleurs, la vie telle que vous et moi, nous l'observons sur notre planète aujourd'hui. La question fondamentale que doivent se poser les astrophysiciens avec les biologistes, c'est comment reconnaître et identifier quelque chose que nous sommes incapables de conceptualiser. C'est ça la question. Et le jour où notre intelligence et nos outils auront fait un pas en avant considérable, eh bien peut-être qu'on arrivera à conceptualiser des choses que l'on ne connaît pas. Alors, évidemment, toutes ces choses dont je vous ai parlé font peur, fascinent et font peur. Et depuis plus de 70 ans, ça aussi, depuis que la science a pignon sur rue, si je peux dire, parce qu'avant, la science était vraiment déléguée beaucoup à la philosophie, à la pensée, mais maintenant, la science est rentrée partout. Vous voyez ici, on est des centaines à se parler, ce qui n'était pas le cas autrefois. Donc il y a plus de 70 ans de crainte et de fascination. J'ai daté 1953. Vous voyez l'expérience, les coupures de presse de l'expérience de Stanley Miller, où en 1953, déjà tout le monde disait « Ah, la science va créer la vie hein ». Donc many doubt, science can create life, etc. Donc on oscille entre crainte et fascination depuis 1953 jusqu'en 2018. Et je voudrais vous ramener à une phrase d'un très 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 grand biologiste qui s'appelle Jean Rostand, que vous connaissez peut-être, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le lire, qui disait, oui, en 1956, « Nous brodons tout ce que nous faisons en biologie, en science, sur la trame préexistante du chef-d'œuvre, nous tirons parti et ne prenons pas des airs de demi-dieux ou même de démiurges, là où nous ne sommes que de petits sorciers. » Voilà, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, on est là pour vous répondre.